Salut, moi c'est Alessia Dalbo et vous écoutez XX Minutes, le podcast. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui je rencontre Alessia Dalbo. Alessia est danseuse, chorégraphe et fondatrice de l'école de danse Virtuose Lab à Mons et en parallèle de tout ça, elle est médecin dans un centre hospitalier. Alessia danse par passion et par conviction, parce que la danse c'est littéralement toute sa vie et parce qu'elle est convaincue que la danse et la musique en général ouvrent à des expériences extraordinaires de partage et de connexion avec les autres. Alors du coup, Alessia et moi on s'est assis ensemble un vendredi soir dans une des 2 salles de son école de danse à Mons pendant les heures de cours et j'ai découvert quelles étaient les histoires de ces 5 morceaux, c'est-à-dire ceux de Ludovico Einaudi, Cisco, Brian McKnight, Afrobi et Alia. Bonne écoute. Bonjour Alessia. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait l'exercice de retrouver 5 morceaux qui ont marqué ta vie. Du coup, on se connaît depuis déjà un petit bout de temps, mais on ne s'était jamais posé pour discuter. Et là, j'en ai profité pour le faire. Et du coup, j'ai une question qui me vient en tête, c'est est-ce que l'exercice a été facile pour toi ou pas ? Oui et non. Oui, parce que forcément, on a tous des morceaux qu'on préfère et des morceaux qu'on écoute tout le temps et qui nous marquent. Après, non, parce que je suis une passionnée de la musique et donc du coup, j'ai beaucoup de morceaux qui m'ont marqué et j'ai un morceau pour chaque truc. Ouais. Donc du coup, vraiment me décider et aller faire un tri, ça a été quand même assez compliqué. Ouais, j'imagine que ta bibliothèque est énorme. Surtout pour les 2 derniers, j'ai eu du mal, mais bon, on l'a fait. Ouais, tu m'as fourni les 5. C'était voilà, le principe de base, tu l'as respecté. Ça n'a pas été facile d'après ce que j'entends. Non. Et ensuite, par rapport à ça, du coup, quelle place a la musique dans ta vie en fait ? Moi, la musique, je ne sais même pas si c'est la danse, la première passion ou la musique. Ouais. En fait, la musique, c'est tout. De toute façon, je pense que je ne danserais pas sans musique. Donc, en gros, je pense que je la mettrais même en numéro 1. Ouais. C'est musique le matin, musique tout le temps dans n'importe quelle situation, musique le soir, quand j'arrive pas à dormir, c'est tout le temps. Elle a une place importante quand même dans... Oui, c'est mon copain. Tu ne le laisserais partir pour rien au monde, c'est non, elle me trahira jamais. Et par contre, est-ce que tu as grandi du coup avec la musique ? J'ai grandi avec la musique, ouais. Ta famille, t'es d'origine ? Ma famille, pas forcément. Je leur cassais un peu la tête d'ailleurs avec ça. Après, mon oncle est musicien. Donc c'est vrai qu'il a voulu m'apprendre la guitare, mais la guitare, c'était pas vraiment mon truc. Ouais. Et puis voilà, j'ai fait du solfège. À la base, je voulais partir au conservatoire. Ok. Donc j'ai fait du solfège pendant je sais pas combien d'années. Tout ça ici à Mons ? À Mons, j'ai appris le piano parce que je voulais être prof de solfège. Okay. Et donc pour être prof de solfège, il fallait jouer du piano. Donc j'ai choisi piano, mais c'était pas l'instrument que je préférais. Et puis voilà, et puis en fait l'année où je voulais m'inscrire au conservatoire, tu devais choisir soit entre les études universitaires ou le conservatoire, tu pouvais plus faire les deux. Ok. Et en gros, j'avais une famille qui me poussait quand même pour des études universitaires. Donc voilà, je suis partie plus là-dedans. Ok, ça c'était ton rapport à la musique. Voilà. Et maintenant ton rapport à la danse, du coup, la danse... Donc la danse, j'ai commencé à 3 ans. Ok. Là, j'ai 33 ans. C'est toute ta vie. C'est voilà. Toute ta vie. Donc en même temps, quand tu es passionné de musique, la danse, ça coule de source, je pense. Ouais. Et en gros, quand j'étais petite, je leur cassais la tête avec la musique tout le temps. Et puis, ils se sont pas dit, on va l'inscrire au cours de musique. Ouais. Ils se sont dit, ok, on va la mettre à la danse. Donc, du coup, j'ai d'abord commencé la danse. Et puis, je suis partie aussi, j'ai fait de la musique, quoi. Ok. Et la danse t'a permis de partir ailleurs que Mons et la Belgique ? Oui, j'ai voyagé. Donc, j'ai gagné des prix.
Ça m'a permis de partir en Suisse, Ok. en Italie, en France, j'ai été aux États-Unis. Voilà, c'est quelque chose qui rassemble les gens. Et donc, au final, ici, j'ai plein de contacts un peu partout dans le monde avec des danseurs que j'ai connus aussi sur les réseaux sociaux et où on fait des échanges. Soit ils viennent ici, soit je pars là-bas. Et puis, on se rencontre comme ça. Et au final, c'est la danse qui nous lie, quoi. Est-ce que c'est la vie que tu as toujours voulu vivre La danse ? Ouais. C'est vrai que j'aurais voulu partir aussi à Paris. Ouais. Parce que j'avais toutes les copines qui partaient là-bas, donc Malika Benjeloun, Jess Lalito, Clara Magistro. Et donc, moi, j'étais un peu la plus petite. Donc, quand elles ont eu 18 ans, elles sont toutes parties. Puis moi, je suis restée ici. Puis je les voyais à la télé. Et donc, je me disais, ouais, il faut que je parte aussi. Et puis, en fait, la famille m'a dit, non, toi, tu restes ici. Tu fais tes études. Et puis après, quand tu auras ton diplôme, si tu veux partir, tu partiras. Mais voilà. Donc, je ne suis pas partie du coup. Mais c'est sans regret, quoi. Maintenant, c'est sans regret. Parce qu'au final, je pense que le problème, c'est que j'aurais eu un manque si j'avais fait que la danse. Ouais. Et du coup, là, je fais un peu les deux maintenant. Donc, je suis contente d'être arrivée là où je suis arrivée. Et j'y suis arrivée pas grâce seulement à la danse, mais aussi au reste. Donc voilà. Au fait que la vie n'est pas si facile que ça. Non. Pas comme on l'espérait. Non, mais voilà, sans regret. Ça a été un regret pendant un certain temps. Surtout quand j'étais sur les bancs de l'UNIF à étudier des trucs. Et je me disais, purée, mais voilà. Ouais. Mais bon, après, une fois le diplôme en poche, le travail qui a commencé, j'ai su faire les deux. Donc j'ai pas de regrets. J'ai plus de regrets en fait maintenant. Ok, nickel, tant mieux. Parce que je tiens aussi à préciser que non seulement elle est danseuse et chorégraphe et directrice d'un studio de danse, mais en plus elle est médecin. Donc effectivement, concilier les études de médecine et la danse, ça n'a pas dû être la chose la plus facile. Mais je pense que tu as persévéré parce que je vois là où tu es maintenant, puisqu'on est dans ton studio, enfin dans ton école de danse, qui est nickel en fait. Nickel pour... c'est la première fois, je suis super content d'être ici. Je suis super contente que tu sois là. Comme je l'ai dit, je suis super content d'être ici et de voir ce vers quoi tu as évolué en fait. Puisque moi je te connais depuis l'école secondaire. Ouais. Nos parcours se sont souvent croisés, ouais. Dans le sens où on était souvent en contact, mais on ne s'est jamais parlé, comme je l'ai dit au tout début. Et donc de voir là où tu es arrivé et de savoir que tu étais passionné dès le départ, ça se voyait. Puisque moi, petite anecdote, je te voyais à l'école chez Maigret de Priche, l'école de danse Maigret de Priche ici à Mons, parce que ma sœur y allait. Ouais. Et quand je venais déposer ma sœur et attendre ma sœur pour aller la ramener à la maison, toi tu avais ton cours. C'est-à-dire que je sais plus si tu donnais cours déjà à ce moment-là aussi. Non, j'étais trop jeune. Ouais, ok. Je remplaçais des fois quand les profs étaient absents, mais j'étais trop jeune pour donner cours. En tout cas là, parce que c'était vraiment l'école. Ouais. Donc voilà. Après, c'est vrai que je donnais cours à l'école, à Saint-Stan. Ouais, au collège. Je crois que j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Et du coup, voilà, je me suis formée comme ça. Enfin, en tout cas, en tant que prof, un peu toute seule. Ouais, ok. Donc, et puis après, on a enchaîné les écoles de danse qui ont appelé. Et puis, ça s'est fait progressivement. Je crois au destin. Ok. Donc, je suis très croyante. Ouais. Je pense que tout ce qui arrive dans la vie, c'est pour une raison, que ce soit positif ou négatif. Je veux dire, ce que j'ai vécu, c'était très dur, mais j'ai pas vu ça comme... Enfin, ça a été dur, mais j'ai vu ça de manière positive, en fait. Je me suis dit, s'il m'arrive ça, c'est qu'il y a des choses il y a un message, en fait. Est-ce que je peux te demander ce que tu as eu ? J'ai eu des cellules cancéreuses au niveau du col de l'utérus. Ok. Dû au papillomavirus. Okay. J'étais en couple à cette époque-là et donc je vivais avec quelqu'un. Ouais.
Et voilà, et en gros, je suis rentrée chez moi un jeudi, mais en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui tournait pas rond depuis quelques semaines. Et donc voilà, donc le jeudi, on m'appelle sur mon lieu de travail. La gynéco m'appelle, me dit écoute Alessia, il y a un gros souci, les prélèvements qu'on a fait, ça va pas du tout. Et donc elle me dit voilà, cellule de haut grade, je sais pas quel stade t'es. Mais bon, forcément, vu que je suis médecin, je sais de quoi on parle tout de suite. Ouais. Donc sur le coup, je m'effondre. Je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, quand tu soignes les autres, t'as l'impression que toi, il va jamais rien t'arriver. Okay, ouais. Et puis voilà, je rentre chez moi, puis j'en parle à mon compagnon de l'époque. Et je lui dis écoute, voilà, je sais pas trop, je sais qu'il y a une biopsie, je sais qu'il va y avoir opération à la clé, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je sais une chose, c'est que je suis pas égoïste au point de te demander de rester avec moi. Ok. Et donc, si tu décides de partir, je comprendrai. Ok. Et donc, quelques jours plus tard, en fait, il monte, il fait ses affaires, il pose la clé à côté de moi et il part. Ok. Du coup, voilà. Donc, ça a été un moment très difficile parce que je me suis jamais arrêtée, en fait, de travailler. Ok, ouais. Là, on me dit, Alessia, voilà, c'est assez grave, on s'est réunis, faut quand même qu'on t'opère, ça peut pas traîner. Donc, je me retrouve à Ambroise-Paré, opération qui dure, je sais plus trop, 5-7 heures, voilà. Puis je me réveille, et puis on me dit, ouais, écoute, on sait, t'es indépendante, faut que tu travailles, donc voilà, 1 semaine d'arrêt, dans 1 semaine, ça va aller. 1 semaine après, je reprends le boulot et puis en fait, je m'évanouis en plein milieu du service, quoi, en plein milieu du couloir. Et puis là, je me dis, ça va pas du tout. J'étais à 7 de tension. Et donc là, on me dit, c'est bon, 1 mois d'arrêt. Mm-hmm. Mais alors, le 1 mois d'arrêt... alors que tu avais travaillé non-stop quasi. Ouais, c'est juste impossible pour moi. Donc... j'arrive chez moi, au bout de 24 heures, je pleurais pas pour ce qui était en train de m'arriver, je pleurais parce que je travaillais pas. Ouais. Et qu'en fait, je me sentais juste inutile, c'était horrible. Et jusqu'au moment où toutes les filles de la danse débarquent. Et puis, ma première réaction, c'est qu'est-ce que vous faites là ? Et elles me disent, mais tu vas pas bien ? Je me dis, si, tout va bien, parce qu'en fait, j'en avais pas parlé autour de moi. Ouais. Et elles me disent, non, mais ça va pas du tout, Alessia. Donc, tu t'es toujours occupée de tout le monde, mais maintenant, il faut c'est à notre tour, en fait, de nous occuper de toi. Et là, ça a été un déclic, parce que je me suis dit, c'est vrai que je suis tout le temps dans les projets, tout le temps en train de travailler, je m'arrête jamais. Je pense que je m'arrête pour pas penser, peut-être, je sais pas. Et puis là, je me dis, c'est vrai, en fait, je suis tout le temps dans les extrêmes, les prises de risques, mais même au niveau personnel. Du coup, faut que je m'arrête. Donc là, j'ai découvert ce que c'était que Netflix. C'est pas une blague. Et comment fonctionnait la télécommande de ma télévision. Et je te jure, c'est pas une blague. Donc voilà, donc j'ai découvert les séries. À ce point-là, quoi. Ouais. Ça, on est en quelle année là ? Donc là, c'était octobre 2017. Ok. Et là, tu découvres ce que c'est que... ne rien faire. Ne rien faire. Ouais. Apprendre à ne rien faire. Et ça t'a fait du bien ou pas ? Ça m'a fait du bien et ça a changé énormément de choses parce qu'au final, je me suis retrouvée, vu que je suis tout le temps en train de bouger justement pour peut-être pas penser, là, j'ai été obligée de penser. Donc, penser à moi, à m'en sortir de ça. Et en gros, si je m'en sortais, à comment j'allais envisager le restant de ma vie, réfléchir à la vie, réfléchir à la mort aussi. Et voilà, et le fait aussi de te retrouver toi patient
Et donc ça change aussi plein de choses parce que c'est vrai qu'en tant que médecin, c'est un peu enfin pas à la chaîne, mais tu vois des gens qui défilent, quoi. Ça défile. C'est ça. Ça défile. Et il y a une perte quand même de ce côté humain parce qu'on n'a plus beaucoup le temps, on est pressé tout le temps. Et puis de toi te retrouver en fait à la place du patient, tu comprends aussi plein de choses. Donc dans mon travail, ça m'a aussi remise en question. Et puis voilà, et puis c'est de te dire, ok, je sais pas si je pourrais encore être maman. Bon, et donc ça touche aussi la féminité, le fait, l'organe qui fait que tu es femme. Donc ça a été vraiment compliqué, mais je me suis dit, ok, quel est le message ? Il y a un truc qui est en train de t'arriver. Quel est le message positif que tu peux en fait de ça ? Et puis, le problème, c'est que c'est un sujet super tabou. Parce que le papilloma, faut pas se mentir, c'est une MST. Donc du coup, je me suis dit, on n'en parle pas assez. Les femmes, il y a plein de femmes qui ont ça autour de moi. Je savais pas. Et puis au fait, je me suis dit, je suis médecin. J'ai la communauté aussi de la danse. Il y a plein de femmes aussi là, et je pense qu'il faut en parler en fait. Il faut que tu fasses des vidéos, que tu postes sur les réseaux. J'ai pas honte de ce qui m'est arrivé, même si c'est difficile à assumer aussi. Mais voilà, j'étais en couple, je faisais pas la folle non plus. Puis il faut savoir qu'on le contracte tous à un moment donné. Après, il y a des gens qui l'évacuent, puis il y en a d'autres qui le développent. Moi, j'ai eu peut-être le malheur de le développer, mais la chance de pouvoir traiter ça à temps. Parce que je me fais dépister même plus que ce qu'il faut et voilà. Et donc j'ai parlé de ça, puis j'ai parlé aussi de ma vie, puis c'est aussi dire aux jeunes, faites attention, faites pas n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment du positif dans tout, et c'est ce qui m'a donné aussi la force de prendre encore plus de risques, d'ouvrir Virtuose et de me dire de toute façon je risque quoi ? Je risque de l'argent, mais je risque pas ma vie et je sais par quoi je suis passée. Donc, en gros, je m'en fous, quoi. Tu vois, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Je vais pas mourir et je l'aurais tenté. Et puis, ça fera du bien aux jeunes. Elles seront ici. Parce qu'au final, dans ce moment-là, vraiment la seule chose qui m'a permis de tenir, c'était la danse en fait. La danse et la musique, c'est les deux seules choses vraiment. Parce que je pouvais pas danser, mais au final j'étais assise dans la salle de danse tous les jours, et en fait juste écouter de la musique, être dans la salle et écouter et voir les jeunes danser, c'était ma thérapie. Ça m'a permis de pas sombrer parce que c'était dur. Est-ce que tu crois au pouvoir de la musique, dans le sens où elle a une influence sur les gens, tout comme le prénom, par exemple, a aussi une influence peut-être sur la personnalité d'une personne. Toi, tu sens que la musique quelconque, pour n'importe qui, peut avoir un pouvoir sur les gens. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Et c'est vrai que j'ai déjà eu des cas, par exemple à l'hôpital, où c'était compliqué. Tu vois, souvent les cas psychiatriques. Par exemple, j'ai eu une ado je pense qu'elle avait 16-17 ans, qui s'était jetée par la fenêtre, qui arrive chez nous pour une rééducation. Et en fait, elle voulait parler à personne, quoi. C'était vraiment chaud. Et donc, je me disais, mais comment je vais faire pour la soigner si, en fait, elle veut juste aucun contact. Et donc, il fallait quand même qu'on puisse la rééduquer. Et donc, en salle de kiné, on n'y arrivait pas. Et puis un jour, j'arrive et je lui dis t'as pas envie d'écouter de la musique ? Pourquoi on ferait pas ta kiné sur de la musique ? Elle me dit si. Et en fait, ça a ouvert le dialogue. Et au final, je lui dis demain, je veux que tu me crées une playlist. Et à partir de demain, on fait la kiné et tu viens avec tes musiques, quoi. J'adore ce son. Et donc, du coup, elle arrive avec son téléphone. Elle avait fait une petite playlist et puis. On a posé la playlist et puis je lui dis ok, j'ai dit maintenant tu me fais autant de séances de, je sais pas, autant d'exercices, autant de trucs. Et puis elle a fait toute sa séance en musique en fait. C'est génial. Et puis on a continué la rééducation comme ça, donc tous les jours en musique.
Et après, forcément, elle est sortie de l'hôpital et voilà. Mais je pense que la musique a un pouvoir sur les gens. J'avais commencé l'année passée, donc on avait ouvert un cours de sophro-danse. On avait un cours aussi pour les autistes. Ouais. Mais malheureusement, les gens n'ont pas été réceptifs. Il n'y a pas eu ici donc, dans la région, ici, en tout cas. dans la région, pas. Ouais, c'est dommage. Surtout que en fait, mon travail de fin d'études, je l'ai fait sur la danse-thérapie. Oh. Donc, je voulais vraiment arriver à un moment donné à développer ce projet-là à Virtuose. Bon, pour finir, on va le développer à Ambroise Paré avec des patients oncologiques. Ok. Donc, pour le bien-être et voilà. Donc, oui, la musicothérapie, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que mes visions s'arrêtent pas à une simple école de danse. Ok. Donc pour l'instant, petit à petit, voilà. Mais à terme, c'est d'arriver à combiner le tout dans une seule et même structure. Ok, ouais. Mais bon, je garde mes visions secrètes. Ouais, garde tes gâchettes tes armes bien cachées jusqu'à ce que tu puisses les sortir et que les choses se concrétisent, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça, c'est le projet que j'ai toujours eu. Donc, quand j'étais à Erasme, un jour, on était dans le parc et je dis à mes colocs, ouais, mais moi, une fois que j'aurai le diplôme de médecin, je pourrais pas faire que médecine. Et je pourrais pas faire médecine, danse. Ouais. Ça va être les deux. Donc je vais rassembler les deux, voire les trois, médecine, danse, musique. Ouais. Et puis il y a un prof qui passe et qui me regarde, il me dit mais toi, mais t'es vraiment pas normal. Et puis mes potes à l'époque aussi qui m'appelaient, oui mais la sorcière a encore parlé, tu vois. La sorcière, ouais. Voilà, la sorcière, le retour. Et donc je leur dis non, je dis, vous dites que je suis folle, mais je vais le faire. Et puis fin d'année, ouais, donc votre sujet d'étude, de fin d'études, de TFE. Et là, je vais voir le médecin que j'avais choisi. Je lui dis, voilà, je vais faire une danse-thérapie, revalidation de la maladie de Parkinson par la danse. Et là, il me regarde, il me dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois ? Ouais. Il me dit, il n'y a aucune étude sur ça, comment tu vas faire ? Et je dis, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études à l'époque, tu vois. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes, il y a même un diplôme maintenant qui arrive, mais avant, il n'y avait que quelques études aux États-Unis et c'était tout. Donc je dis, tant pis. Il me dit, oui, mais allez, ça, tu te rends compte, tu es en train de prendre un risque, si tu foires ton TFE, c'est bon, tu recommences ton année. Je dis, c'est pas grave. Ouais, non. Et donc voilà, donc j'ai fait danser des Parkinsoniens pendant 1 an. Ouais. Et toutes les semaines. Et puis en fait, j'avais un score, donc je l'ai scoré. J'ai fait, c'était vraiment un test scientifique. C'était scientifique, c'était pas n'importe quoi. Bon, après, forcément, j'étais toute seule, donc j'avais pas non plus. T'avais pas, il faudrait des centaines de patients, mais. Et c'est vrai qu'il me disait, au-delà de la danse, de la salle, du fait de devoir danser en couple, parce que j'avais fait une danse de couple, en fait, ce qui nous a vraiment fait du bien aussi, c'est la musique. Parce que, écouter de la musique, ça nous fait du bien. Ouais. Et le fait de devoir danser sur de la musique, tu comptes. Et au niveau de la maladie de Parkinson, quand tu comptes, ça leur permet de faciliter en fait leur mouvement. Ah oui, d'accord. Donc, la marche. Ouais. Et donc, il me disait, des fois quand ça va pas, les jours où ça va moins, en fait, on est à la maison, on met de la musique, et puis voilà quoi, tu vois. Du coup, ça a un pouvoir. Le premier morceau de tes 5 morceaux fétiches, on va les appeler comme ça. Le premier morceau est un morceau instrumental de Ludovico Einaudi, si je prononce bien. Mais le morceau s'intitule Expérience, mais c'est un remix d'un artiste qui s'appelle Starkey. Oui. On l'écoute tout de suite. C'était Ludovico Einaudi avec Experience, remixé par Starkey. Alessia, pourquoi ce morceau? Alors, déjà le titre.
mon expérience, parce que voilà, je pense que j'ai 33 ans maintenant. Je crois que j'ai l'impression d'avoir vécu je sais pas combien de vies en 33 ans. Je me dis, l'expérience derrière, c'est fou, mais voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont vécu peut-être autant de choses dans leur vie que moi, positives ou négatives en tout cas, donc voilà. Après, pourquoi ce morceau ? Parce que c'est le morceau qu'on a utilisé pour clôturer le Tout Mons Danse. Ouais. Et comme je t'ai dit, c'est une créa qu'on a fait sur la Grand Place où il s'est vraiment passé un truc, pour moi, qui était limite surnaturel. Donc en gros, c'est peut-être dingue, je sais, je vais me passer tout ce que je vais raconter, mais 5 minutes avant de montrer. Donc il faut savoir que c'était une scène en plein air, donc il n'y avait pas du tout de. Donc s'il pleuvait, c'était mort, quoi, tu vois. On n'avait qu'une date et c'était la date, quoi. Il fallait que la météo soit avec nous et puis bon. Et en gros, 5 minutes avant, il faisait mais gris. Ouais. Et on m'appelle en me disant. Ouais, Alessia, on est à Jemap et il drache comme pas possible. Et là, je me dis, c'est mort, on va jamais pouvoir monter sur scène et tout. Et puis en fait, je monte sur scène et là, je prie. Je regarde l'heure, en fait. L'heure qui était sur l'hôtel de ville et je prie. Et quand c'est comme ça, je prie le Seigneur, mais je prie mon grand-père qui est là-haut en lui disant, je t'en supplie, il faut absolument qu'on danse ce truc. Je t'en supplie. Et puis, c'est fou. Mais à chaque fois que je vais le visiter, même au cimetière, il y a toujours, qu'il fasse gris, mais comme ce jour-là, dès que j'arrive, tu as toujours un faisceau de lumière. J'ai l'impression que c'est toujours un faisceau de lumière qui est dirigé vers moi. Je sais pas, je me dis, il y a une connexion entre lui et moi de l'au-delà, tu vois, je sais pas. Et là, je prie, je lui dis, je t'en supplie, faut qu'on danse. Et puis là, il y a un faisceau de lumière qui apparaît. Ouais. Et on commence à danser, on lance la musique. Et en fait, au fur et à mesure du show, on a fini, plein soleil, mais on n'en pouvait plus sur scène, on dégoulinait de chaud. Et je sais pas, on a tous ressenti un truc qui était vraiment bizarre, tu vois, une énergie qui venait de je sais pas d'où. Ouais. Et puis en descendant de scène, il y a plusieurs personnes qui sont venues me trouver et qui m'ont dit on sait pas ce qui s'est passé, mais on était limite figés devant la scène à vous regarder. Il y avait une énergie, un truc, et ils m'ont dit il y avait une auréole au-dessus de ta tête. Ouais. On aurait dit carrément que tu étais connecté avec l'au-delà et voilà. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on a tous ressenti. C'est trop bizarre. Je sais pas expliquer ça. C'est inexplicable. Je sais pas si c'est possible. Mais pour moi, je sais que c'est possible. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui y croient pas. Donc, je sais que c'est compliqué. Mais voilà. Et en fait, on a fini ce show sur Ludovico Einaudi et sur ce son-là. Et la fin, en fait, ça a été juste... Voilà. Et puis, il faut savoir que Ludovico Einaudi, c'est un artiste que j'adore parce que j'ai un côté, je pense, très... Je sais pas si c'est dark le mot, mais... Mélancolique. Voilà. Je suis très mélancolique. Ouais. Même si je rigole tout le temps, si je fais tout le temps l'imbécile, si je suis toujours grand sourire, énergie positive. Mais j'ai un côté très triste peut-être. La bonne tristesse. Voilà, qui permet aussi de créer. Et en fait, les moments vraiment où je suis triste, je suis triste, mais je suis quelqu'un qui n'arrive pas à pleurer. Donc c'est paradoxal, mais c'est comme ça. L'artiste qui me transporte, c'est lui. Il a un pouvoir, cet homme, je ne sais pas expliquer. Et je pense que la fois où j'ai réussi à pleurer, où j'ai pleuré, je ne sais pas... tout un concert, c'était son concert à lui. J'étais partie à Venise, en fait. C'était un endroit magnifique. Concert en plein air. Et j'ai pas arrêté de pleurer, quoi. Il a un truc, il a un pouvoir sur moi, ce gars, je sais pas. Mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant parce que, de un, tu as vécu l'expérience de la connexion par la musique. Et encore, c'est même plus que la musique parce que là, ça part vraiment de l'au-delà, quoi. Ouais. C'est plus haut que la musique, quoi.
En fait, ce morceau-là était la bande son de cette expérience. Voilà, c'est ça. Et il s'appelle Expérience. Donc, Voilà, maintenant on va passer au deuxième morceau de ta sélection. C'est un morceau... comment dire? Moi, il me rappelle beaucoup de choses. C'est Cisco avec Tong Song. On l'écoute tout de suite. Voilà, on vient d'écouter Cisco Tong Song. On est en 2000, pardon. Alessia, la question me brûle les lèvres. Pourquoi? Ah bah écoute, c'est tout simplement le son qui m'a ambiancé le plus. En fait, t'as toujours des sons que t'adores, Ouais. et puis à un moment donné, tu t'en lasses, Ouais, tu vois. ouais. En fait, ce son-là, je continue à l'entendre, et en fait, je m'en lasse pas. Il y a un truc qui Donc, s'éveille. Quoi. ouais, je sais pas, il me met la pêche, en fait. Ouais, Donc, ouais. et puis, je sais pas, j'étais déterminée à l'époque à apprendre la choré choré. du clip. et du coup, voilà. Et je pense que c'est la seule choré de clip d'ailleurs que j'ai apprise, parce que les autres clips, je les regarde même pas. Puis bon, pourtant, je sais pas. Puis Cisco, je trouve que c'est un rebelle. J'avais même voulu, pour l'anecdote, me faire tatouer un serpent. Heureusement que j'ai pas fait ça. Ah ouais, non, Mais, Cisco. Ouais. Tu vois, il était un peu hors code. Ah, dans le monde du R&B, d'après ce que selon moi, Cisco était quelqu'un d'à part. Voilà. Au niveau look vestimentaire, déjà de 1. Ouais, j'adorais. Le bandana et puis les tenues de combi de genre d'ouvrier de garage, enfin de tenue de garagiste avec les manches coupées. Ok, pourquoi pas. Et par contre, au niveau musical, c'est vrai qu'il nous a... En 2000, en fait, Cisco a sorti son album Unleash the Dragon. Et dedans, il y a des pépites. Cisco, il a fait des pépites à ce niveau-là, mais quand t'entendais en plus Tong Song en boîte, t'as pas eu ce moment où t'as toujours eu envie à un moment donné dans le clip, il levait la jambe et il tapait par terre. Ouais, j'adore. Voilà. Mais moi, c'était le genre de son, en fait, t'es en train de m'écouter, enfin, t'es en train de me parler et me dire que ton grand-père est mort. Je dis, écoute, attends 2 minutes, il y a cette musique-là, je reviens. Tu vois, je pouvais pas. C'était plus fort que moi. Et c'est toujours plus fort que moi. Et alors, ce qui est trop marrant, c'est que t'as les jeunes de maintenant dans les cours de danse ici, genre début d'année, je leur tape Tong Song, mais genre elles ont 12 ans, elles ont jamais entendu cette musique, et tu les vois s'ambiancer, mais comme nous on s'ambiançait quand on avait 15 ans, et je me dis ce son est magique, enfin il a un truc de magique, je sais pas, où ça, il te met la pêche et tu peux pas, enfin je pense que c'est un des sons indémodables. Celui-là, si je reviens dans 5 ans, et que je te pose la même question... Ouais, je te dirais la même chose, je suis désolée. Le troisième morceau que tu as choisi, que tu as sélectionné, c'est une ballade de Brian McKnight. Ah ouais. Used to Love... Used to be my girl. Used to be my girl, ouais, voilà. On l'écoute, et après tu nous dis pourquoi. Voilà, Alessia, on a écouté Brian McKnight. Used to be my girl, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour ce morceau-là, on est en 2006-2007. Pourquoi tu l'as mis dans ta sélection? Parce que je suis une amoureuse de l'amour. Ok. Et que c'est un son, en fait, qui a marqué, je pense, un choix assez décisif dans ma vie, qui m'a permis de remettre en question ma vie sentimentale, on va dire, parce que j'ai quand même une vie sentimentale chaotique, je pense. Après, je crois qu'à l'époque de maintenant, c'est quand même assez compliqué. En tout cas, quand je vois autour de moi, où j'ai des potes célibataires, où j'ai des potes en couple, mais avec une fidélité relativement complexe. Donc, du coup, vu ce qui m'est arrivé en 2017, je suis restée plus d'1 an toute seule. Ok. En me disant, c'est hors de question que je fasse encore confiance à un homme, je veux pas revivre ce que j'ai vécu. Enfin, du coup, tu deviens un peu parano avec ça. Et puis, en me disant, hors de question aussi que je choisisse
Enfin, je dis pas que dans ma vie, j'ai eu que des salopards. Mais on va dire que la majorité, c'était quand même des gens qui me correspondaient pas du tout. Et les seules personnes qui ont fait partie de ma vie, qui étaient des personnes bien, en fait, je les ai toujours quittées parce que ça m'angoissait. T'étais pas prête? Alors, je sais pas si j'étais pas prête, mais c'était un peu comme si je me disais c'est pas possible que ce genre de personne m'aime, en fait, tu vois. C'est pas pour toi. C'est pas pour moi. Donc voilà. Et donc en gros, je suis restée seule jusque je sais plus, milieu de 2018. Et puis je rencontre quelqu'un. Ok. Et je me dis maintenant c'est vraiment fini. Je prends vraiment quelqu'un de bien, tata. Et il s'avère que c'est quelqu'un qui était basketteur professionnel, qui vivait en Italie, en tout cas qui allait faire une saison en Italie. Voilà, et donc compliqué par la situation déjà. Ouais. Et donc je faisais que les allers-retours, je devais gérer Virtus, je devais gérer l'hôpital, bref, puis il y a une ex dans les parages qui était ex, mais bizarrement un peu trop présente. Et puis voilà. Et puis en fait, je pars à Miami en vacances avec des potes. Parce que lui était en pleine saison et donc il pouvait pas partir à ce moment-là. Et j'arrive à Miami, en fait. Et le lendemain, pas trop de nouvelles. Donc je me dis, bon, bizarre. Et puis j'essaye de l'appeler. Là, il commence à m'embrouiller au téléphone. Je sais même plus pourquoi, en fait. Ouais. Tu vois. Et puis en fait, je me dis, ouais, c'est bon, tu sais quoi, laisse tomber, c'est bon, c'est encore... Ça pue l'ex. Ça sent pas bon. Tu vois, ça pue l'ex qui va revenir. Ça sent pas bon. Et en fait, j'étais en haut d'un immeuble à appartement, parce qu'on avait loué un appart. Et là, je m'effondre. Donc, sans raison? Ouais, je pleure. Et j'appelle ma tante en lui disant, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de cette vie. Il y a, oui, au niveau professionnel, je touche du bois, tout me sourit, voilà, mais au niveau sentimental, c'est une catastrophe, quoi. Et même en voulant changer mes choix, j'arrive pas à tomber sur un autre profil, en fait. Donc je suis tout le temps attirée par le même genre de profil. Okay. Ouais. Et en gros, j'attire ce genre de profil. Et je lui dis, j'en peux plus, je suis au bout. J'en peux plus parce que là, le fait de, c'est fou, mais redonner mon corps après ce qui s'était passé à quelqu'un, ça avait vraiment une signification super importante. J'avais pris le temps de discuter avec cette personne et de lui expliquer tout ça alors que j'en avais parlé à personne. Ouais. Et donc, je voulais pas sa pitié, mais je voulais juste qu'il comprenne que l'engagement que j'avais avec lui, surtout qu'on avait discuté pendant facilement 2 mois avant vraiment de se dire, ok, on s'est dit si on se met en couple, on fait vraiment les choses bien. Et, tu vois, donc je me dis, l'engagement que j'avais avec cette personne, pour moi, c'était pas rien. Ouais. Tu vois, même si je m'engage jamais pour rien, mais ça signifiait tellement de choses. Et au final, je me suis dit, j'ai fait tout ça pour ça. Et du coup, je disais à ma tante, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, nanana. Et en fait, le son que j'écoutais toujours avec lui, c'était ce son-là. D'accord. C'est lui qui te l'a fait découvrir ? Non, je le connaissais déjà. D'accord. Okay. Et c'était un son que j'adorais aussi. Ouais. Mais voilà. Et donc, c'est une musique que j'ai eu du mal à écouter encore après, que je réécoute maintenant. Mais en fait, pour moi, c'est le son du vraiment, maintenant, c'est plus possible. Faut que tu restes seul. Tu fais une thérapie. Ouais. Donc, j'étais voir une psy. Ok, ouais. Parce qu'aussi, j'avais été voir personne avec ce qui s'était passé, tu vois. Donc, je voulais pas aller voir quelqu'un, parler de ma vie. J'ai toujours eu du mal de faire ça. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, même avec le travail, il y a des situations qui sont compliquées. Donc, ça me fera pas forcément du tort. Donc, j'étais voir quelqu'un de vraiment génial. Elle a capté ma personne tout de suite. Ouais, t'as trouvé la personne qu'il fallait, quoi. Ouais, et du coup, voilà.
je commençais à travailler des choses, à changer certaines choses. Et du coup, j'ai commencé à changer aussi. Et ça m'a éloignée ça m'a éloignée de certaines personnes, tu vois. Tu l'as dit au tout début, tu as fait le ménage entre Voilà, guillemets, j'ai fait le ménage inconsciemment. autour Ça de s'est moi. fait naturellement, quoi. Donc, du coup, j'étais entourée d'énormément de gens. Et maintenant, en fait, j'ai quasi plus personne autour de moi, à part forcément les élèves et tout ça. Mais je vois ça autrement. J'ai une autre relation. Et c'est plus la quantité, en fait. C'est la qualité maintenant. Ok, ouais. Donc, je pense que je me suis vraiment entourée que de peu, mais des personnes qui sont là depuis des années, en qui j'ai vraiment confiance. Et je veux plus qu'on me prenne des choses. Ouais. Donc, du coup, cette musique-là, c'est le stop et nouveau départ. Ah ouais, c'est vraiment c'est la bande-son du déclic qu'il y a eu chez toi. Voilà. Pour passer à autre chose et Ouais. pour essayer d'aller plus loin dans ta vie. Parce que, j'essaye en tout cas. Ouais. J'essaye. Non, mais c'est bien. C'est bien. J'espère y arriver. Merci à Brian McKnight alors. Ouais. Parce que j'avais eu peur au départ, je me suis dit c'est quand même pas les paroles. Parce que j'ai écouté la chanson et je me dis. Non. Non, c'est vraiment l'histoire de Love derrière. Ouais, c'est vraiment. C'est encore un morceau bande-son d'un événement bien particulier. Voilà, c'est ça. Quand même un beau cadre pour Miami et. Ouais, mais j'étais loin. Ouais. Et j'étais loin au point de me dire, je vais sauter, quoi, tu vois. À ce point-là, ok. Ouais. C'était le bout du bout, quoi. Ouais. Ma tante, d'ailleurs, elle me le dit encore maintenant, elle me dit, ce jour-là, et je l'oublierai jamais. Okay. Parce qu'en plus, t'étais à l'autre bout de la planète. Ouais. Mes potes étaient dans la chambre, ils arrêtaient pas de m'appeler en me disant, reviens. Et moi, en fait, je me disais, mais... je me sens pas en phase avec la vie, je me sens pas en phase avec l'être humain, je me sens pas en phase avec la façon de voir les choses, puis je veux pas revivre ce que j'ai déjà vécu, puis comment je vais faire, franchement ça a été, j'ai pleuré mais je sais pas combien d'heures en fait. Ouais. Et puis après à un moment donné tu pries, tu te dis non, le Seigneur est avec toi. Tu peux pas te jeter de l'immeuble par désespoir. Mais je crois que j'ai jamais été aussi désespérée. Là, tu as senti ce que c'était que le désespoir, parce que j'ai l'impression quand même, à t'entendre, tu n'es pas une personne qui voit le noir directement. Non, droit du noir directement. Non, donc, là, c'était le désespoir, vraiment. Maintenant, on va passer au quatrième morceau. Le quatrième morceau de ta sélection, c'est le morceau qui s'appelle Johanna, enfin, entre parenthèses, Johanna et Drogba, c'est le titre original, d'un artiste qui s'appelle Afrobi. Et là, on est en 2018, c'est-à-dire l'année passée. On l'écoute tout de suite. Voilà, on a entendu Drogba de Afrobi. Et Alessia, pourquoi ce morceau-là ? Alors, déjà parce que c'est l'Afrique. Je suis pas africaine. Non, as-tu du sang africain qui coule dans tes veines ? Écoute, je me pose des questions. Mais en gros, je sais pas, j'ai toujours eu un rapport avec l'Afrique. J'ai souvent été en couple avec les Africains, des blacks ou des métis. Ouais. Mes potes, en tout cas, à l'école, quand j'étais en secondaire, j'étais tout le temps avec l'Afrique. donc voilà. Et même quand j'étais toute petite, tu vois. Ah ouais ? J'étais déjà avec l'Afrique, donc je sais pas. Et puis même dans ma danse en fait, j'ai fait classique, jazz, puis hip-hop, et puis j'ai découvert le dancehall. Oui. Ça m'a parlé un certain temps, et puis au tout début en fait de l'afro, je me suis dit waouh, j'adore cette musique. Ok, je vais donner des cours. Et donc, j'avais appelé ça Afrobeat. Ouais. Et en fait, ça buzzait pas du tout comme maintenant. Même à l'époque, je pense qu'il y avait même pas Instagram. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et donc, c'était les premiers cours, je pense même les premiers cours en Belgique, ou en tout cas ici dans la région. Je me souviens de cette période. Ouais. Et puis, c'est des sons qui mettent toujours de bonne humeur.
bah, c'est l'Afrique, quoi, je sais pas. Donc, du coup, bah, ça fait partie de ma danse, en fait. Maintenant, les gens, quand on m'appelle, quand les structures m'appellent, c'est surtout pour ça. Donc, maintenant, je l'ai appelé Afro Street parce que j'ai des influences hip-hop. Donc, comme ça s'est tellement développé, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, je suis pas Afro House, je suis pas Afro tout. Enfin, après, Afro, ça englobe beaucoup de choses. Englobe beaucoup de choses. Donc, j'ai préféré l'appeler Afro Street, même si ça peut déranger. Ouais. Certaines personnes, certains danseurs, parce que c'est hip-hop, urbain, street, et sur des sons afro, avec mes influences aussi de dancehall, de raga, voilà. Donc déjà ça, et puis parce que j'ai été invitée au Rwanda. Ah, ok. L'année passée. Ouais. Ça a été une révélation. C'est-à-dire je voulais plus repartir. Donc j'ai appelé ma mère, j'ai dit je reste ici, je trouve un contrat ici, je vais travailler ici dans un hôpital. Elle me dit mais qu'est-ce que tu racontes en Afrique? J'ai dit non mais en fait c'est Joe Walla, je sais pas si tu connais. De nom je connais. Ouais. Voilà, un ami d'enfance qui m'a dit écoute je suis là-bas, il faut absolument que tu viennes. Donc je lui avais promis d'aller, donc je suis allée. Donc du coup j'ai vraiment vécu comme les locaux, puisque lui, il vivait là-bas. Ouais. Et j'ai donné cours de danse à l'école belge. Donc, t'es resté combien de temps là-bas? Je suis restée 10 jours, je pense. Ok, ouais. Et laisse tomber. J'ai l'impression d'être chez moi. Donc t'as un rapport assez particulier avec l'Afrique, dans le sens où... je sais pas expliquer. Comment t'as eu accès déjà à la musique africaine? Je sais pas, c'est tombé dessus, ça m'est tombé dessus. Personne. Je sais même pas te dire, je pense que le premier son, c'était sur internet en fait. Ouais. Et c'était P-Square. Ouais. Voilà. Sénégalais, ouais. Et je sais pas, j'ai entendu ce son et j'ai fait waouh! Et puis là, je me dis ok, je vais faire une choré dessus. Et puis voilà. C'est venu comme ça. Ok, donc, maintenant, ça explique beaucoup de choses, comme on s'est connus à l'école. Maintenant, je sais pourquoi tu traînais avec mes frères à moi, si je puis dire. Mais voilà, et franchement, l'Afrique... ma maman de cœur, elle est camerounaise. C'est ma collègue, mon ancienne collègue qui m'a fait atterrir à Ambroise Paré. D'accord. Parce que j'avais dit jamais l'hôpital. Mais au final, je me retrouve à l'hôpital parce que c'est elle qui m'a dit viens travailler dans mon service. Et puis pour finir, elle est partie. Ouais. Mais ça reste ma deuxième maman, comme je l'appelle. Je sais pas, il y a un truc avec l'Afrique. Ouais. Et vraiment... Et d'ailleurs, les t-shirts virtuoses, j'ai voulu mettre du wax dessus. Ok. Donc, même chose, je me balade à Paris, je rentre dans un magasin, puis je rencontre une métisse, Kimberley. Et puis, en fait, elle crée des vêtements avec du wax et tout ça. D'accord. Et de ça, je dis ça te dirait une collaboration, je vais ouvrir mon école de danse en Belgique. Et elle m'a dit oui tout de suite. Je dis ça va. Je dis tu fais... Donc, c'est des t-shirts qui sont faits à la main. Ouais. Et voilà, donc ça représente l'école, en fait. Ok. Non, mais j'applaudis ce rapport avec l'Afrique. Et maintenant, je comprends, ça explique beaucoup de choses. Je sais pas. Après, j'ai toujours dit à ma mère, t'es sûre qu'il n'y a pas eu... Parce que mes parents ont vécu quelques années au Congo. Et juste avant qu'elle accouche, en fait, de moi. Ouais. Donc, je lui dis, t'es sûre qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, quelque chose que mon père, je sais pas. Tu vois, parce que je dis, c'est pas possible. Et en fait, j'ai un ami qui est magnétiseur qui m'avait dit, l'Afrique, tu vas voir, t'as une connexion avec ce continent. Et franchement, dès que j'ai atterri à Kigali, je sais pas expliquer. Et tu l'as senti, quoi. Encore un ressenti. Ouais. Une connexion. Après, c'est dur, tu vois. Enfin, faut pas se cacher. C'est dur d'avoir une connexion avec un pays d'Afrique noire, dans le sens où t'es blanc. C'est dur aussi de danser sur de l'afro quand t'es blanc. Mais bon, après, heureusement, il y a des gens comme Jenny, je sais pas si tu vois, et Anaé qui essayent de changer les mentalités. Tout à fait, ouais. Merci à Jenny, on se connaît bien, voilà. Mais c'est dur dans les deux sens. Comme Jenny disait dans une de ses interviews, c'est que en tant que blanc, moi, déjà,
il y a plein de personnes qui m'ont dit ouais mais toi t'es négrophile, Ok. tu vois, t'es une meuf à black. Ok. Je dis bah je suis pas forcément une meuf à black. Maintenant si je suis attirée, ou en tout cas il y a une époque j'étais peut-être plus attirée par des blacks, voilà. Mais je suis pas, c'est pas un physique qui m'attire, tu vois. Ouais. Et après, ouais, t'es une blanche, tu danses de l'afro, y a un problème, tu vois, T'es pas quelque légitime part. pour danser ça. Voilà. Et puis dans l'autre sens, ça a été compliqué aussi, c'est je vais au Rwanda, puis je te dis, je vais dans les écoles. Après, je vais visiter un orphelinat parce que je voulais faire des projets en fait avec eux. Ouais. Et en fait, je fais une bête photo avec des enfants black. Je poste et tu vois, j'ai un super sourire parce que j'étais trop heureuse. Même mes potes, tout le monde commente en me disant t'as jamais vu aussi heureuse et tout ça. Et c'est vrai, j'ai jamais été aussi heureuse que là-bas. Jamais. Et puis après, je reçois quand même des messages de la communauté black qui me disent photo trop cliché. Tu vois. Donc, je m'en tape. Ouais. En gros, parce que les gens sont complètement stupides, les blancs comme les blacks, comme n'importe qui. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter le racisme. Et donc voilà. Et du coup, Johanna, pour ça, parce que c'est un son que j'écoutais beaucoup au Rwanda, et en fait, je me foutais toujours de la gueule de Joe, parce qu'au lieu de dire Johanna, je chantais et je faisais Joala. Joala, tu vois. T'as dû le saouler pendant 10 jours. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il écoute le son, il peut être n'importe où sur la planète. Il m'envoie un snap et il me dit Joala. Je dis ouais, c'est moi. Il me fait ouais, c'est moi. Mais donc, c'était le son du Rwanda. Et ça a changé ma vie. Bah ok, on va passer au... je crois qu'on arrive au dernier morceau en fait. C'est le dernier morceau de ta sélection. Celui-là, il date de 1998. Très bonne année. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que 1998, pour moi, tout ce qui est sorti en 98 est une année de référence. Mais pour moi, bien sûr. Il s'agit de Are You That Somebody de notre baby girl Aaliyah. Yes. On l'écoute tout de suite. Alors, oui, pourquoi ce son-là, c'est Aaliyah, Are You That Somebody? Pour deux raisons. Donc, c'est, je pense, une des premières chorés. À l'époque, c'était pas, on n'appelait pas les cours hip-hop, tu vois. Et donc, c'était le New Jack. Ah oui, je me souviens de ce terme. Et donc, en fait, on avait un prof, Kali, qui nous donnait cours. Et en tout cas, lui, ça a été mon premier mentor, on va dire, au niveau des cultures urbaines. C'était à quelle école, ça? Toujours chez Maigret. Chez Maigret, ok, ouais. Et donc, pour la petite histoire, forcément, j'annonce, je pense que je devais avoir 10 ans. Je dis à ma mère, bon, la danse classique, c'est bien, mais maintenant, je veux faire du New Jack. Elle me dit, c'est quoi ça? Et donc, je lui dis, c'est de la danse urbaine, de l'art de rue. Et là, c'est hors de question, tu vas continuer la danse classique, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Pour elle, c'était... elle va traîner avec le ghetto, tu vois. L'image que ça pouvait et générer puis, auprès des parents. J'ai quand même eu la chance que en fait, mon père est en partie dans la boxe. Ok. Et donc, du coup, il est relativement ouvert. Et donc, mon père lui dit, oui, mais la boxe, regarde, c'est aussi, voilà, et c'est pas pour autant que... Donc, mon père était d'accord, ma mère était pas d'accord. Et puis, pour finir, heureusement, Dieu merci, ils ont accepté de m'inscrire au cours de New Jack. Ouais. Donc voilà, et donc en fait la choré, je pense qu'il y a toujours des chorés comme ça que tu retiens toute ta vie. Ouais. Eh bien la choré qu'on a retenue, en tout cas avec Clara, c'était celle-là d'Aaliyah, de Kali en fait. Donc autant d'années plus tard, on la refait toujours. On a une vidéo, on l'a faite ici à Virtuose, parce que il nous a quittés. Malheureusement. Ah ok, c'est ce que j'allais demander, s'il était encore dans la profession. Donc du coup, ça a été quand même assez dur parce que en fait, Clara, c'est vraiment ça relève. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle a appelé son cours New Jack Style, pour garder le New Jack.
Ouais. Et elle a ajouté style parce qu'au final, c'est son style à elle. Et puis du coup, ben voilà, Kali nous a quittés. On a fait une vidéo ici sur ce son-là. Et en fait, maintenant, Clara est enceinte. Félicitations. Félicitations, ouais. Et puis, quand tu m'as écrit, en fait, je recevais un message de Clara en me disant « Mais je sais pas ce que j'ai, en fait, depuis que je suis enceinte, j'arrête pas d'écouter Alia. » Et elle me dit « Je crois que mon enfant est super réceptif à cette artiste. » Et elle me dit « J'ai vraiment des trucs bizarres, c'est que, genre, tu vas me mettre des sons, j'ai des nausées, je cours aux toilettes, je vais vomir, ça passe pas du tout. Et puis, il y a des sons qui m'apaisent. » Et elle me dit « On dirait vraiment qu'il y a des artistes qu'elle aime bien. » Parce que, bon, voilà, ce serait une petite fille. Baby girl, comme Alia, voilà. exactement. Ouais. Et des artistes, elle supporte pas. Et elle me dit « Et Alia, c'est en boucle, tu vois. » Et puis, elle me dit « Ouais, en gros, je suis aussi la marraine. » Donc... d'où le fait aussi de rassembler les deux et de proposer ce son-là parce que c'est un honneur d'être marraine. Ouais. Surtout en me disant au moins si je suis pas maman, je n'en sais rien. Je pense que j'ai encore les capacités de pouvoir être maman. Mais si je ne suis pas maman, je serai au moins marraine d'une petite fille et qui aime bien Alia. Avant qu'on se quitte, je voudrais savoir qu'est-ce que tu voudrais te souhaiter? Wow. La santé. Ouais. Parce que je pense que c'est la base. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, toutes les personnes que tu veux autour de toi, tout ce que tu veux. Si t'as pas la santé, en fait, t'as juste rien. Rien qui suit, quoi. Il n'y a rien. Tu peux pas travailler, tu peux pas être avec des gens, tu peux pas sortir de chez toi, tu peux pas voyager, tu peux juste rien. Donc la base, c'est ça pour moi. Donc ouais, la santé. Ouais, je valide. Ben voilà, en tout cas, Alessia, j'étais super content d'avoir passé mais moi aussi. Tout ce temps. Je ne sais pas combien de temps on est resté à parler, mais en tout cas, je suis vraiment content de l'avoir fait, de t'avoir invité, de t'avoir écouté, parce que j'ai entendu des belles histoires. Des histoires super intéressantes, des histoires touchantes. Je te remercie de Il n'y a que toi qui connais. Je ne divulguerai pas tout, mais je te remercie de t'être confié de cette manière. Tu as mis un gros sourire sur mon visage là, mais avec plaisir. Et voilà, c'est pour ça que je fais ce podcast aussi, c'est pour découvrir ou redécouvrir des personnes de mon entourage d'une autre manière que celle qu'on a eu l'habitude du salut bonjour à la cour de récré, du salut bonjour dans la rue, mais je sentais que j'avais besoin de te parler parce que tu es quelqu'un d'intéressante, mais je ne savais pas pourquoi, et voilà, maintenant je sais pourquoi. Bon, avec plaisir, merci à toi. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Alessia. Retrouvez-la sur Facebook et Instagram pour rester au courant de ses activités et visitez www.virtuoselab.be pour plus d'informations sur son école de danse. Je vous rappelle aussi que les 5 morceaux d'Alessia se retrouvent en intégralité dans la playlist musicale que je lui ai consacrée qui est disponible sur Spotify et sur YouTube. Et si vous aimez mes épisodes, je vous invite à vous abonner à XX Minutes Rencontre sur vos applis de podcast préférés. Portez-vous bien.